à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a dirigé une réunion d'endossement du plan d'action pour 3 ans. Et le gouvernement britannique valide l'accord sur le Brexit. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué où le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier la résolution numéro 2444 appelant à lever des sanctions imposées à l'Érythrée. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale s'est félicité de cette décision tout en exprimant également sa satisfaction de voir que le Conseil de sécurité a explicitement pris position pour le règlement du conflit opposant la République de Djibouti à l'Érythrée. Djibouti a par la même occasion fait part de sa gratitude à l'égard de ses partenaires et amis membres du Conseil de sécurité qui ont amplement amplifié ses préoccupations dans cette résolution 2444. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité demande dans son paragraphe 6 que l'Érythrée rende disponibles toutes les informations détaillées concernant les soldats djiboutiens portés disparus. Et dans son paragraphe 7, que les deux parties belligérantes poursuivent leurs efforts pour régler pacifiquement les conflits conformément au droit international par la voie des négociations, conciliation, voire le recours à l'arbitrage et un règlement judiciaire du différend. La résolution appelle les parties en conflit à rechercher, si nécessaire, tout autre moyen de règlement pacifique de ce conflit conformément à l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs, au fin de la mise en œuvre de cette résolution et les évaluations périodiques y afférent, le gouvernement de la République de Djibouti exprime son entière satisfaction de la mise en place du texte de cette résolution, d'un mécanisme de suivi du conflit entre les deux pays et que donc reflète le paragraphe 57 de la résolution qui demande au secrétaire général des Nations Unies d'informer tous les 6 mois le Conseil de sécurité et de développement du processus de normalisation des relations entre les deux pays et surtout de faire un premier rapport au Conseil de sécurité au plus tard le 15 février prochain. Le gouvernement de la République de Djibouti salue également la décision du Conseil de sécurité de rester donc saisi de cette question. Fin de citation. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, chef de gouvernement par intérim, a reçu aujourd'hui Mme Anka Olsen, nouvelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne. Au cours de cette entrevue, le Premier ministre et l'ambassadrice ont abordé les relations de coopération entre les deux pays. La diplomate allemande a salué le rôle prépondérant que joue Djibouti pour le retour de la paix dans certains pays de la sous-région, ainsi d'autant que sa position géographique et un intérêt géostratégique. Mme Anka Olsen a indiqué qu'elle compte intensifier les relations économiques entre la République de Djibouti et l'Allemagne. À ce propos, elle a souligné la très bonne relation existant entre les deux chambres de commerce des deux pays. Elle a en outre annoncé l'arrivée prochaine à Djibouti d'une délégation d'hommes et de femmes d'affaires allemands. Le conseiller technique du Premier ministre a également assisté à cette entrevue. Et je vous l'ai annoncé en début de journal, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a suivi aujourd'hui les travaux des responsables chargés d'appliquer le plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2020. Eh bien, la rencontre a vu une très forte participation des groupes locaux et des partenaires de l'éducation, à savoir les ambassadeurs de France, du Japon, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, ainsi que les représentants des organisations internationales telles que l'UNICEF, le HCR, le PNUD, etc. Moustapha Mohamed Mahmoud a ensuite fait le point sur le nouveau plan qui vise en priorité l'accès à l'école pour tous, d'assurer l'équité à l'école et rendre inclusif et de rehausser la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et le ministre a ensuite invité le partenaire à endosser le plan d'action pour l'éducation pour la période allant de 2017 à 2020, intervention que je vous propose de suivre. Les priorités fixées par le ministère dans le cadre de ce plan d'action
s'articule autour de 5 points essentiels qui doivent désormais guider nos actions pour ces années à venir. Accroître l'accès à une année pré-primaire d'ici 2020, élargir l'accès équitable, notamment une éducation bien sûr inclusive, rehausser la qualité des apprentissages, avec notamment la réduction du double flux, de la taille des classes, la révision des curricula, disponibilisation de manuels, mais aussi la formation des enseignants et des chefs d'établissement, le renforcement de l'encadrement, le suivi régulier des apprentissages et la mise en place d'un dispositif d'accompagnement. Aussi, développer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et dernier point, améliorer le pilotage avec bien sûr l'implantation de la gestion axée sur le résultat. Mesdames et messieurs, et concernant l'atelier sur le digital ou le tout numérique, hier, après les discussions officielles, place aux discussions des panélistes sur les thèmes de ces compétences digitales et le capital humain. Il a été question de préparer la jeunesse à l'ère numérique sur le saut quantitatif pour la future génération. Il a été également question de l'intégration du numérique à l'école afin que ces jeunes puissent mieux s'imprégner des nouveaux paramètres d'un monde numérique en construction aujourd'hui. Les intervenants se sont tous orientés dans leur dire qu'il était important de mettre en place un capital humain dans le saut numérique, à commencer par les jeunes dans les filières de STEM, c'est-à-dire les sciences technologiques, ingénierie et mathématiques. L'ère numérique et du digital de l'économie ainsi que l'intelligence artificielle, la mondialisation sont autant de facteurs de bousculement du monde, en l'occurrence la nature et le contenu des métiers, ont-ils dit. Ces derniers temps ont appelé à évoluer. Par ailleurs, plusieurs paramètres en place, notamment le monde dans une révolution silencieuse et mis le monde du travail mis dans une mutation par le numérique. Les panélistes ont souligné qu'un grand nombre de métiers sont impactés, de nouveaux métiers apparaissent et d'autres métiers vont encore apparaître demain. Et quant au ministre de la Communication, il a également soutenu qu'il faut préparer nos ressources humaines pour le saut numérique. Je vous propose de le suivre. Monsieur le ministre, chers collègues, l'équipe dirigeante de la Banque mondiale, mesdames et messieurs les invités des marques et experts dans ce domaine des télécommunications, mesdames et messieurs, je me réjouis que la première journée d'hier s'est très bien déroulée. Tous les participants, aussi bien les panélistes que le public, avaient apporté leur contribution. On s'est aperçu que les expertises ne manquaient pas chez nous. Et aujourd'hui, nous nous attendons, avec la présence des ministres, des jeunes universitaires, que la journée sera fructueuse, Inch'Allah. Et à ce propos, je déclare que les travaux de cette deuxième journée sont lancés. Merci de votre attention et de vos contributions. Et direction le Bahreïn, où la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, participe à une conférence sur l'équité et la compétitivité. Eh bien, cette conférence vise à encourager la participation des femmes à la vie publique. La conférence met l'accent sur le rôle des femmes dans la prise de décision et l'impact de la gouvernance sur le développement. La ministre s'est rendue au Bahreïn à la tête d'une délégation et en outre entretenue avec son Altesse royale Sabeka Ben Ibrahim Al Khalifa. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons notamment avec l'Horizon Djibouti Terminal et son personnel et sa direction sont à nouveau à l'honneur. En effet, cette entité portière spécialisée dans le chargement et le stockage des carburants se soumet régulièrement à un contrôle international afin de certifier la qualité de ses services. Ainsi, après avoir obtenu une première 3 fois les certifications ISO, Djibouti Terminal vient de replier encore
une fois avec une certification ISO obtenue cette année, valable pour les 3 années à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2021. La conformité de l'ISO Djibouti Terminal à ces normes ISO reconnues sur le plan international reste avant tout un gage de confiance aussi bien pour les actionnaires que pour les clients, et les services Horizon Djibouti Terminal sont de bonne qualité, respectent ainsi les exigences internationales et sont soucieux de la santé et de la sécurité des employés. Lors de cette cérémonie, le directeur général de l'Horizon, donc M. Hussein Ahmad, a expliqué l'importance de ces certifications. Également dans l'actualité, à l'Institut des études diplomatiques, s'est clôturé ce matin le séminaire qui portait sur le défi du commerce international et son impact sur le développement. Eh bien, ce séminaire s'est largement focalisé sur le rôle que doivent jouer les bailleurs de fonds et les donateurs. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de certificats d'appréciation aux participants. Dans son discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulak, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de ses travaux de ce séminaire et a été soutenu par l'Union européenne. Intervention que je vous propose de suivre. Où nous avons organisé ce séminaire, vraiment est en train d'une transition entre un centre national. Et le directeur de l'Institut diplomatique s'est pour sa part félicité de la parfaite coopération existant entre l'Institut et les représentations de l'Union européenne. Cette formation a durant 5 jours réuni les cadres de l'administration publique, des établissements publics et du secteur privé et a permis à une 60aine de participants de pouvoir bénéficier de cette formation. Les participants ont eu des échanges de haut niveau avec l'expert international, M. Christian Guimers, sur l'importance des questions d'intégration économique régionale. En effet, avec ce genre de formation, l'idée, depuis sa création, en a fait une dizaine de séminaires. Et du don de matériel pour les gardes-côtes, une cérémonie de réception d'un important lot de matériel et d'équipements s'est déroulée aujourd'hui à la direction centrale des gardes-côtes. Eh bien, ce don est offert par le Japon à travers le financement d'un projet mis en œuvre par l'OIM. À Djibouti, il est proposé des tentes et des lits picots. La remise de ces équipements vise au renforcement des qualités d'assistance humanitaire au profit des migrants en détresse en mer, et ainsi que mènent les gardes-côtes djiboutiens. Donateur de l'OIM, donc un partenaire clé, un État membre précieux pour l'OIM. Aujourd'hui, ce matin, pour cette cérémonie de donation d'équipements pour rendre plus efficaces les activités de garde-côtes djiboutiens à l'égard des immigrants. Et le commandant des gardes-côtes a adressé ses remerciements aux donateurs ainsi qu'au chef de l'État pour son soutien. C'est un grand plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui ici à l'Escale Marine pour la réception officielle d'un don de lot d'équipements destinés à être installés au notre poste à Khorangar, qui va renforcer la portée de l'action assistance humanitaire au profit des migrants. Il s'agit d'une nouvelle fois d'une démonstration de soutien constante et indéfectible du peuple et du gouvernement du Japon, pays frères et amis, qui témoignent sans relâche d'une générosité inconditionnelle pour améliorer le sort des migrants. Et pour
Pour clore l'actualité nationale, nous allons parler donc de l'ADDS, l'Agence djiboutienne de développement social, a organisé hier matin un atelier de sensibilisation dans le cadre du projet de gestion des déchets solides financé par l'Agence française de développement, l'AFD, qui a eu lieu à Benderjadid en présence du directeur du développement social, M. Diriye Farah, des représentants des différentes associations et des élus locaux. L'objectif du projet vise à l'amélioration du cadre de vie de la population locale et la réduction de la pauvreté relative et extrême. Mais aussi la gestion rationnelle des déchets solides. Le projet permettra la création d'emplois formels dans le secteur de la gestion des déchets solides, l'amélioration du tri, du recyclage avec la création d'emplois et enfin la création d'une filière de fabrication de matériaux de construction à partir des déchets plastiques. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous, bonjour à vous. Et nous allons commencer Samatar avec le Brexit où le gouvernement britannique valide l'accord sur notamment ce Brexit. Effectivement, après une réunion de marathon de 5 heures, les ministres britanniques ont finalement approuvé l'accord technique conclu mardi entre les négociateurs européens et britanniques. Theresa May a pu arracher l'approbation de son gouvernement sur l'accord technique fixant les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Des informations recueillies indiquant que 9 ministres n'étaient pas favorables à l'accord. Après le 29 mars 2019, date de la sortie de l'Union européenne, une période de transition va démarrer jusqu'en décembre 2020. Elle pourra être prolongée une fois. Ensuite, il sera mis fin à la libre circulation des personnes, une question cruciale puisque les 3 millions de citoyens européens vivent en Union au Royaume-Uni et environ 1 million de citoyens britanniques résident dans l'Union européenne. Et concernant Samatar, cette polémique de caravanes de migrants aux États-Unis, donc la première vague de ces migrants est arrivée aux États-Unis. Effectivement, Ferdous, les premiers groupes des migrants centra-américains se sont rassemblés sur la plage de Tijuana, dans l'état du Mexique, de Basse-Californie, une ville frontière qui jouxte avec San Diego en Californie, et certains sont montés sur la barrière métallique qui sépare les deux pays. Au moins 8 migrants ont franchi la barrière métallique et ont été rapidement arrêtés par les agents frontaliers américains. Le secrétaire américain de la Défense, James Mattis, a effectué hier une visite à McAllen, au Texas, où il a déclaré que le déploiement militaire était nécessaire et absolument légal. Le 9 novembre, rappelons-le, le président américain Donald Trump a signé un décret qui permet de rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des personnes ayant traversé illégalement la frontière avec le Mexique pour tenter de dissuader les migrants poursuivre leur route. Et le ministre de l'Intérieur italien de l'Intérieur accueille 51 migrants tout juste arrivés du Niger. Effectivement, Ferdous, Salvini avait accueilli les 51 réfugiés et demandeurs d'asile, essentiellement des familles ou des femmes seules avec des enfants originaires, rappelons-le, originaires de la Corne d'Afrique, sur le tarmac de l'aéroport militaire de, comme le voyez sur les images, de Patraca di Mare, près de Rome. Ils seront placés dans les familles d'accueil en Italie par l'association catholique Giovanni X, qui a prévu pour eux un parcours d'intégration. On peut dire, Ferdous, il faisait partie de 2300 migrants vulnérables évacués depuis 9 décembre par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés de la Libye vers le Niger. Les images de M. Salvini souriant, comme vous le voyez sur les images, au milieu des migrants sur le tarmac de l'aéroport, tranchant avec la fermeté qu'affichent ses responsables politiques arrivés au pouvoir avec le slogan « Les Italiens d'abord ». Entre décembre et février dernier, l'Italie avait accueilli 312, rappelons-le, migrants évacués directement de la Libye par le HCR. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.